Alors j'ai le plaisir d'annoncer donc le lauréat du prix de cette année qui revient à Vinciane Després pour Au bonheur des morts. Publié aux Empêcheurs de penser en rond aux éditions La Découverte. Je suis émue et fière. Bon, je vais respirer. Prendre le mouchoir de ma maman. C'est sa façon de veiller sur moi. Pour remercier très sincèrement, d'une part, le jury, d'autre part, les rencontres, les membres fondateurs, Charlotte, la principauté de Monaco. Je crois particulièrement fière parce que c'est le genre de prix où ceux qui ne sont plus là auraient été tellement heureux. Et c'était le sens de mon travail. Alors j'écris toujours à la main. C'est un cadeau magnifique. Et c'est un cadeau magnifique d'avoir cette reconnaissance pour des choses dont je sais qu'elles sont très marginales parfois. Faire de la philosophie à propos de gens qui entretiennent des relations avec leurs morts. Oui, à Madagascar, oui, en Afrique, oui, en Inde, oui, à Mexico. Mais en Belgique et en France, ça fait un peu désordre. Et c'est peut-être parce que ça faisait désordre que ça m'a intéressée. Je m'étais intéressée aux animaux depuis des années parce qu'ils faisaient désordre. L'animal, c'est un désordre inimaginable, même pour la philosophie. Et je pense que les morts, le respect que les gens portent à leur mort, les choses que les gens font pour leur mort, sèment aussi pas mal de désordre, et d'un désordre qui n'est pas nécessairement triste. Ça peut être un désordre très joyeux, d'où le titre. Il y avait une histoire qui montre à quel point ce sujet peut semer du désordre et de l'inventivité. C'est une dame à Mansfield, en Angleterre, qui, au moment où son amie était très malade, lui avait promis que lorsque celle-ci mourrait, elle lui mettrait dans son cercueil les lettres que son fils lui-même défunt avait écrites autrefois. Et puis son amie meurt, et dans le désarroi du chagrin, elle oublie. Et quelque temps après, elle est vraiment très désespérée de cette histoire, et le facteur du village meurt. Et elle est allée voir la famille du facteur pour leur demander si elle pouvait déposer les lettres dans le cercueil du facteur en disant « Il sera certainement aussi diligent dans l'au-delà que ce qu'il a été ici. » Et cette histoire, en fait, on n'en trouve pas beaucoup des histoires comme ça dans les livres de philosophie, quoique je suspecte que William James aurait beaucoup aimé. William James est un philosophe que j'ai aimé suivre et qui m'a assez bien aidé. C'est un ancêtre qui équipe bien pour ce genre de problème, tout comme son frère d'ailleurs, Henry James. Ce qu'il y avait aussi dans cette enquête, c'est une phrase qu'Isabelle Stenger s'écrira après que je l'ai finie, mais qui me revient comme un talisman. C'est une phrase qu'elle écrit à la suite de son travail sur Whitehead, qui sera bientôt publié, et qui est « Donne à ce qui te touche le pouvoir de te faire penser. » Donne à ce qui te touche le pouvoir de te faire penser. Je ne connaissais pas cette phrase, mais je pense que j'en sentais déjà les effets, parce que je connaissais bien le travail d'Isabelle, qui est une amie, une collègue et même une marraine en philosophie. Donne à ce qui te touche le pouvoir de te faire penser. Le problème, c'est que je pense que j'ai su dès le départ que de donner à ce qui me touche le pouvoir de me faire penser, en aucun cas je n'y arriverais seule, et je ne savais pas qui pouvait m'aider. Et ce qui a été très étrange, c'est que quand j'ai commencé à annoncer mon projet de faire ce type d'enquête, est-ce que les vivants continuent à faire des choses pour les morts au-delà de ces rituels bien connus, de ces fleurs dans les cimetières? Est-ce qu'on pourrait rencontrer une dame de Mansfield dans mon entourage? Est-ce que ce que moi-même je fais pour mes disparus aurait quelque écho chez d'autres? Est-ce que ce qui me touche pourrait arriver à me faire penser? Et j'ai très rapidement constaté que quand je disais aux gens
non pas je travaille sur les relations entre les morts et les vivants, je disais, je vais bientôt me mettre à travailler sur les relations entre les morts et les vivants. Les gens étaient un peu effrayés, je leur donnais des exemples très, très simples du style. Je connais quelqu'un qui, à chaque repas d'anniversaire de sa jeune femme défunte, lui fait le repas qu'elle préférait. Je connais quelqu'un qui porte les chaussures de sa grand-mère parce qu'ainsi elle continuera à panter le monde. Je pouvais même parler de moi, je porte toujours avec moi soit le mouchoir de mon père, soit le mouchoir de ma mère, parce que ça leur permet, comme vous avez pu le voir, de m'aider dans les circonstances un peu émouvantes. Et j'ai remarqué une chose qui était extraordinaire, c'est que les gens avaient quantité d'histoires à raconter, et que ces histoires, il ne m'en a pas fallu beaucoup pour comprendre que les gens avaient non seulement des histoires à raconter, mais des histoires qui étaient d'une intelligence, d'une sophistication, qui étaient à chacune un véritable mouvement de philosophie, de mise en doute, d'hésitation, de perplexité. On rejoue l'idée de... C'est pas qu'on croit, c'est pas qu'on croit pas, c'est qu'on a affaire à une énigme. Et une énigme, ça pose une seule question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On lui répond. Ainsi, les histoires, j'en ai entendu, et à aucun moment je n'aurais pu dire, parce qu'il y avait une telle indétermination dans chacune de ces histoires, si les personnes accordaient de la réalité au fait que la présence qu'ils ressentaient correspondait à une présence active, vivante de quelqu'un qui est vraiment là, ou bien s'ils suspectaient que c'était un produit de leur subjectivité ou de leur désir. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, Robert, parce qu'on est un peu tard sur le programme, alors je... Est-ce que tu appelles termine, tu sais, ça peut prendre 1 heure. Hein. Une dizaine de minutes, on va t'arrêter. Ok, oh, ben ça prendra moins d'une dizaine de minutes alors, c'est très bien. Et j'ai par exemple une histoire, une citation, et je tiens, les citations c'est important, des personnes qui me racontaient leurs histoires, parce que c'est important de montrer comment les mots fonctionnaient pour traduire de l'intelligence et traduire tout un mouvement de la pensée que ces personnes font, parce que ces personnes ont donné à ce qui les touchait le pouvoir de les faire penser. Il s'agit ici, je ne vais en prendre qu'une dans les histoires, dans les façons dont on m'a décrit l'expérience, c'est celle d'un jeune homme qui s'appelait Rachid et qui avait perdu son frère dans un accident de moto. On remonte ici à 3-4 ans d'ici. Et à la question, est-ce que vous sentez parfois encore sa présence? Il a répondu, oui, plusieurs fois, par des ombres, un bruit, le rêve, par les objets qui lui appartiennent aussi. Dès que je ressens sa présence, j'accepte d'abord cette présence et j'essaye de laisser les portes et les fenêtres ouvertes, voire même j'ouvre les tentures pour laisser la lumière pénétrer. Oh, je n'ai pas peur ou des trucs dans le genre, je reste plutôt passif et j'essaye de faire avec. Puis il ajoute, lorsque je ressens sa présence, j'ouvre même les fenêtres pour qu'il puisse sortir s'il le désire. Bien, vous voyez, en quelques lignes, il n'y a aucune affirmation, il n'y a aucune certitude, il y a juste quelqu'un qui se met, en fait, qui vous raconte un dispositif de convocation. Et donc, il n'y a pas de certitude sur la présence qui va être convoquée. Est-ce qu'elle est convoquée? Est-ce que la présence du mort qu'on ressent est là parce qu'on l'a tellement intensément convoquée qu'on finit par la sentir? Ou bien est-ce que le dispositif de convocation a tellement bien fonctionné que le défunt est là? Ça, c'est la première chose. Donc, une hésitation, une indétermination absolument merveilleuse, intéressante, intelligente. Et puis la deuxième chose qu'on entend dans cette histoire, on pourrait analyser presque chaque ligne parce que toute cette indétermination se retravaille. Quand j'entends, lorsque je ressens sa présence, j'ouvre même la fenêtre pour qu'il puisse sortir, c'est le désir qui est plus un rituel de convocation et qui en reste quand même un. Je me rends compte qu'en fait, ce que Rachid décrit, c'est que le rapport avec les défunts, la plupart du temps, c'est souvent par des rêves. Les défunts viennent et peuvent demander des choses ou transmettre une énigme. Je me souviens par exemple qu'un des rêves que m'a raconté une jeune femme, c'était qu'elle voulait vendre la maison de son père en se doutant que c'était peut-être pas la chose qu'elle devait faire du point de vue du père défunt, et qu'une nuit elle a rêvé qu'il y avait une tempête, une terrible tempête, et son père était là et il a dit à elle et ses frères et sœurs, venez, on va monter au grenier. Ils sont allés au grenier et ils ont vu des rochers, de l'eau, des arbres et tout qui volaient. Et elle a dit, c'est un message de notre Père, cette maison nous protège, il ne faut pas la vendre. Et ça, c'est assez intéressant, parce que ça veut dire que les personnes se mettent souvent, et les rêves en sont de bons véhicules, dans des régimes d'obligation très particuliers. Luc Dardenne parlait hier dans sa conférence des régimes d'obligation qui nous dépassent.
Et je pense qu'on a affaire ici à un régime d'obligation qui nous dépasse et qui est, je pense, le fait de très, très nombreuses personnes de continuer à ressentir, ou plutôt même d'amorcer un véritable trajet dans un régime d'obligation nouveau vis-à-vis d'un défunt. Et ce trajet prend des formes absolument inventives, extraordinaires. Je connais une personne qui est partie avec les cendres de son père, l'urne. C'est une très bonne marcheuse en montagne, elle est partie jusqu'en haut de l'Everest. Avec une urne, c'est pas léger. Et c'était pas pour disperser les cendres. On est dans un autre régime d'obligation. Elle voulait que son père voie un des plus beaux levers de soleil qu'elle avait vu de sa vie. Et puis elle est redescendue avec l'urne. J'ai entendu, après avoir écrit ce livre, une histoire absolument touchante. Ce sont des personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'à la mort de leur fille Juliette, qui avait 13-14 ans, ils ont mis une boîte aux lettres sur sa tombe afin qu'elle continue à recevoir du courrier. Et donc, il y a toute une socialisation qui s'effectue, et qu'on retrouve d'ailleurs sur les pages de Facebook aujourd'hui, qui va s'effectuer sans à nouveau qu'on ne prenne position par rapport au vrai statut de où est le mort et quelle est sa teneur et réalité. En fait, on ne statue pas sur son existence. Je pense qu'on pose plutôt des questions écologiques. C'est comment on doit le nourrir, qu'est-ce qu'il attend de nous, et quels sont les régimes d'obligation que nous devons tenter de remplir. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Je pense que c'est une des questions les plus importantes. Et donc, quand j'ai entendu toutes ces histoires, et je vais terminer là-dessus sur juste un problème de méthodologie que j'ai rencontré, c'est que j'annonçais que je faisais cette recherche, et puis les gens me racontaient des histoires, et puis j'ai remarqué une chose absolument extraordinaire, c'est que contrairement à mes autres recherches où on considérait que c'était moi la professionnelle, les gens avaient plein de conseils à me donner. Et du style, tu devrais lire tel ou tel livre, tu devrais aller voir tel film. On m'a offert Six Feet Under, on m'a dit, tu devrais aller voir chez les spirites, il se passe des choses intéressantes, etc. Et en fait, je recevais tous les jours 1 ou 2 conseils de personnes à qui j'avais rien demandé. Et des conseils souvent que je ne comprenais pas bien. Par exemple, on m'a dit un jour, tu devrais lire tel polar. Et je me disais, mais enfin, tous les polars parlent de mort. Pourquoi celui-là particulièrement? Et je me suis rendu compte que ces conseils étaient extrêmement intelligents et que j'avais finalement trouvé une façon de mener ma recherche qui me mettait en quelque sorte dans le même régime d'obligation que les personnes qui avaient perdu quelqu'un, puisque j'acceptais de laisser guider mes actions par une autre volonté que la mienne. Et j'ai décidé que pendant 1 an, jour pour jour, j'allais faire un parcours à la Sophie Calle, c'est-à-dire que j'allais suivre toutes les instructions qu'on me donnerait, sans dire aux gens que je faisais ça, d'abord parce qu'il y a des petits plaisantins qui auraient pu m'envoyer moi-même sur l'Everest, ce qui n'aurait pas été une bonne idée, et ensuite parce que je voulais pas, il y a des gens qui sont beaucoup plus moraux, ils n'auraient pas osé me donner des conseils par souci de responsabilité. On ne doit pas influencer la vie des gens. Et pendant 1 an, j'ai suivi tous les conseils des gens et je me suis rendu compte que tous ces conseils qu'on m'avait donnés allaient fonctionner à un moment donné sans que je perçoive ce qui se passait. Comme une façon d'avoir délégué mes actes à d'autres que moi, de me mettre dans des régimes d'obligation qui étaient à la fois vis-à-vis de vivants, mais vis-à-vis aussi de leur mort à eux, mais aussi que ma vie commençait, les conseils fonctionnaient comme des signes, c'est-à-dire exactement comme souvent les gens ressentaient la présence, puisque les gens ressentent des présences souvent par des signes. Ah tiens, il y a un oiseau qui s'est posé 2 jours après l'enterrement de ma mère, c'est peut-être un signe. Ah tiens, il y a une araignée qui est apparue 4 fois de suite dans les jours qui ont suivi sa mort. Ah, il a neigé alors qu'il ne devait pas neiger, lui qui aimait tant la neige, ça doit être un cadeau du ciel pour lui. Et toutes ces choses qu'on entend, où les gens se mettent à fonctionner de manière assez intéressante par signe, eh bien, j'ai utilisé les conseils qu'on me donnait en les connectant comme s'il s'agissait de signes, c'est-à-dire quand je ne comprenais pas, j'attendais qu'autre chose vienne éclairer, et les choses s'éclairaient par elles-mêmes. Donc voilà, j'ai fini par l'écrire, ce livre, ça m'a pris un temps de fou, parce que ce genre d'enquête, on sait quand on les commence, on ne sait pas quand on les finit, et ce genre de discours, on sait quand on les commence et quand on n'est pas quand on les finit non plus. Alors je vais m'arrêter ici et remercier encore très très chaleureusement tout le monde.